Bonjour. Voilà donc la question qui a été posée, c'était que nous disent les données statistiques sur les conditions de travail et la santé mentale des salariés étrangers et comment mettre cela en parallèle avec les données cliniques dans la mesure où je tiens une consultation de pathologie professionnelle. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter quelques résultats de l'enquête Sumer. Voilà. Pas Summer, Sumer. Voilà, 2016-2017. Oui. C'est pas l'été, c'est Sumer. Voilà. Je ne suis même pas rendu compte. Bon, voilà. Et la deuxième partie, je vais vous présenter trois cas cliniques. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup connecté avec le travail sur les émotions, mais c'est ce qui avait été convenu au départ. Alors, l'enquête Sumer, c'est une enquête qui est qui est coordonnée par la DARES et par l'inspection médicale du travail, donc du ministère du Travail, et qui est faite par des médecins du travail volontaires qui interrogent des salariés tirés au sort et pour améliorer la santé des salariés par la connaissance des expositions et donc par la prévention. Alors, dans le cadre de l'enquête, il y a un questionnaire principal qui est rempli par le médecin du travail avec son expertise. Et parallèlement, il y a un auto-questionnaire qui est rempli par les salariés dans la salle d'attente. Pour la collecte 2017, donc, ça a été sur un an d'enquête, avec 3 mois d'enquête répartis sur l'année pour éviter les biais de saisonnalité. Et au bout du compte, on a réuni 25 500 salariés ont été interrogés, qui, une fois les redressements faits, correspondent aux expositions des 25 millions de salariés en France. Alors, pour le questionnaire principal, donc, il y a des questions sur les contraintes organisationnelles, sur le risque chimique, sur les contraintes physiques et le risque biologique. Et sur l'auto-questionnaire, donc, il y a un certain nombre d'auto-questionnaires qui sont validés au niveau international, comme par exemple le questionnaire de Kerazek sur l'autonomie et la pression au travail et le soutien social, mais également une partie du questionnaire du SIGRIS sur la reconnaissance au travail, des questions sur le sens du travail et l'articulation vie professionnelle, vie personnelle, l'estimation de l'état de santé, l'estimation du rapport entre travail et état de santé, une mesure de la dépression grâce au questionnaire, le patient Hills questionnaire en 9 questions, des questions sur l'absentéisme pour maladie ou accidentologie et des questions sur la violence au travail, à la fois les comportements hostiles, ces 9 questions qui sont faites à partir du questionnaire de Lehman, et des questions sur les agressions. Alors, au niveau de la description de la population retenue, finalement, donc on voit qu'on va séparer les Français des étrangers de l'Union européenne, des étrangers hors Union européenne, qui représentent 2 et 4% de ceux-ci. Avec, on voit sur les fréquences et les effectifs non pondérés, on est sur des chiffres qui ne sont pas très importants. C'est un des critères de l'enquête, hein, c'est des gens spécifiquement ou une des faiblesses qui ont un contrat de travail, hein, et on a du mal à toucher les plus précaires d'entre eux dans la mesure où ils sont souvent peu suivis par la médecine du travail. Dans la population étudiée, on voit que pour les étrangers de l'Union européenne, il y a une majorité de femmes, 55%, et par contre pour les étrangers hors Union européenne, on est plutôt sur une majorité d'hommes. On voit que les statuts d'emploi sont plutôt précaires, puisque les intérimaires et CDD saisonniers sont plus importants, en particulier pour les étrangers hors Union européenne. Et les catégories socio-professionnelles sont surtout les employés de commerce et de services, les ouvriers non qualifiés, en particulier pour les ouvriers hors Union européenne. Ils sont plus souvent en temps partiel. Et leurs fonctions principales sont surtout production, fabrication, chantier et nettoyage, gardiennage et entretien ménager. Alors, au niveau des expositions, on voit que les salariés étrangers dans leur ensemble, Union européenne ou hors Union européenne, sont plus exposés aux contraintes physiques fortes,
comme le bruit, plus de 85 décibels, c'est-à-dire que c'est des bruits qui étaient réglementés pour dire qu'il y avait des risques de pathologie lors de l'exposition, les bruits comportant des chocs ou des impulsions, les nuisances thermiques, la manutention manuelle de charge, plus de 20 heures par semaine, les contraintes posturales et articulaires, et les positions 20 heures ou plus par semaine. De même, au niveau des expositions aux produits chimiques, on voit que les salariés étrangers sont plus exposés aux produits chimiques que les autres salariés. Et par contre, au niveau des risques biologiques, c'est à peu près équivalent, sauf peut-être pour les salariés hors Union européenne. Au niveau des horaires de travail, on voit surtout une plus grande proportion de salariés étrangers qui travaillent plus de 20 samedis, et également les étrangers de l'Union européenne sont plus nombreux à avoir plus de 2 périodes de travail dans la journée et pas 48 heures de repos consécutifs, comme c'est théoriquement obligatoire dans la loi, ce qui renvoie en fait à des métiers surtout de la restauration sans doute. Au niveau de l'intensité du travail, globalement, il y a peu de différences, que ce soit pour les contraintes machiniques ou les contraintes marchandes. Par contre, on voit que les salariés étrangers sont moins soumis au contrôle informatisé. Par contre, ils sont plus exposés, pour les hors Union européenne, à la surveillance permanente de la hiérarchie et aux contraintes de production en 1 heure. Ces résultats sont issus du questionnaire principal. Par contre, si on prend les réponses de l'auto-questionnaire, c'est-à-dire le ressenti des salariés, on voit que là, les salariés étrangers pensent plus souvent avoir une intensité du travail et répondent plus fréquemment qu'on leur demande de travailler très vite, qu'on leur demande une quantité excessive de travail et qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le temps nécessaire pour faire correctement leur travail. De même, on voit clairement là que concernant l'autonomie, globalement, les salariés étrangers, en particulier surtout ceux hors Union européenne, ont une autonomie qui est moins importante. Ils sont par exemple plus nombreux à faire appel à d'autres quand quelque chose d'anormal se produit, ou à ne pas avoir la possibilité de changer l'ordre des tâches, ou ne pas pouvoir faire varier les délais fixés. On sait que l'autonomie est un facteur important de santé psychique. Enfin, pour le travail empêché, donc sur la description du travail, le travail empêché, c'est ne pas pouvoir avoir l'information, la formation, les moyens, etc., pour faire correctement leur travail. Et là, on voit que finalement, les salariés étrangers ressortent quasiment essentiellement que pour le fait de ne pas pouvoir coopérer pour faire correctement leur travail. Ça, c'était donc les résultats du côté de la description du travail. Et maintenant, nous allons aller sur les résultats essentiellement de l'auto-questionnaire sur le vécu des salariés. Alors, les premiers résultats, c'est concernant ce qu'on a appelé les comportements hostiles. C'est donc des questions, il y a 9 questions qui sont issues du questionnaire de Lehman. Lehman étant celui qui a le premier décrit le mobbing, c'est-à-dire en gros ce qu'on a appelé après le harcèlement. Et donc, ces 9 questions essayent de délimiter les atteintes dégradantes, laissent entendre que vous êtes mentalement dérangé, vous dites des choses obscènes ou dégradantes, vous faites des propositions à caractère sexuel de façon insistante, le déni de reconnaissance, critique injustement votre travail, vous charge de tâches inutiles ou dégradantes, sabote votre travail ou vous empêche de travailler correctement. Et enfin, les comportements méprisants, vous ignore, fait comme si vous n'étiez pas là, vous empêche de vous exprimer, vous ridiculise en public. Il suffit que le salarié ait rempli une des items pour qu'il soit considéré comme exposé à un comportement hostile. Une autre limite de l'enquête aussi, c'est que globalement, il faut pour ces résultats sur l'auto-questionnaire, il faut que les salariés sachent lire et écrire pour pouvoir répondre aux questions. D'accord ? Et là, on voit que, en fait, les salariés étrangers, en particulier les étrangers hors Union européenne, sont plus exposés à des comportements hostiles que les salariés français. Alors, au niveau de
de quel type de comportement hostile ils sont le plus exposés. On voit que c'est surtout au niveau des atteintes dégradantes et au niveau du déni de reconnaissance. Au niveau du comportement méprisant, ce qui est un peu étonnant, il ne semble pas y avoir de différence importante. Le deuxième auto-questionnaire qui est utilisé, c'est le questionnaire du Karasek. Questionnaire du Karasek qui a plusieurs axes. L'axe de l'attitude décisionnelle sur l'autonomie, développement des compétences, la demande psychologique sur contraintes du poste de travail, les exigences, et le soutien social, soutien professionnel et émotionnel et relationnel avec les collègues ou avec la hiérarchie. Et là, on voit qu'au niveau des réponses de chacun des axes, on voit que globalement, il y a un gradient progressif, dégressif pour la latitude décisionnelle, c'est-à-dire les salariés français ont plus de latitude décisionnelle et ceux qui ont de moins de latitude décisionnelle, c'est les étrangers hors Union européenne, mais pour la demande psychologique aussi. Donc, on voit aussi le même gradient dégressif. Par contre, on voit que le soutien social semble équivalent pour les salariés français ou les salariés étrangers. Pardon. Ce qui fait que la population dite en job strain, alors d'après le Karasek, la population en job strain, c'est ceux qui ont une forte demande psychologique et une faible attitude décisionnelle. Et c'est intéressant parce que sur des cohortes en Angleterre, ça a montré que globalement, les gens qui étaient en job strain, c'était un facteur prédictif de troubles musculo-squelettiques, de troubles cardiovasculaires et de dépression. Et là, on voit que globalement, il y a une dégression, enfin, des chiffres dégressifs entre les Français qui seraient plus exposés au job strain que les étrangers, en particulier hors Union européenne. De même pour la reconnaissance. Excusez-moi. Pour la reconnaissance, les salariés. Alors la reconnaissance est calculée à partir du questionnaire de Sigris, mais on n'a pris que la partie reconnaissance dans la mesure où la partie effort était pour nous considérée comme déjà utilisée, identifiée avec le questionnaire du Karasek. Et donc les questions portent sur l'estime, la sécurité de l'emploi et la perspective de promotion de carrière. Et là, on voit que les salariés étrangers, surtout hors Union européenne, jugent avoir une moins bonne reconnaissance que manquer de reconnaissance par rapport aux salariés français. Alors, si on croise reconnaissance et fonction, en fait, ceux qui manquent le plus de reconnaissance ne sont pas les mêmes en fonction de l'origine, puisque pour les Français, c'est surtout les enseignants qui sont particulièrement impactés. Pour les étrangers de l'Union européenne, ce sont surtout les soins aux personnes. Et pour les étrangers hors Union européenne, c'est ceux plutôt de la manutention, magasinage et logistique. Les salariés étrangers se plaignent également d'avoir moins d'agressions de la part du public. Et par contre, au niveau de l'agrégation de la part des supérieurs hiérarchiques, en fait, il n'y a que les salariés étrangers de l'Union européenne qui considèrent en avoir. Au niveau de la dépression, donc, qui est calculée à partir du questionnaire PHQ-9, qui s'appuie sur le DMS-4, et qui permet de... On a fait une coupure dichotomique, dépression ou pas de dépression. La dépression, c'est quand il y a un score supérieur à 5. Et là, on voit que du côté de la dépressivité, de la dépression, en fait... les salariés, surtout hors Union européenne, sont beaucoup plus nombreux, 71%, à ne pas présenter au regard de ce questionnaire de dépression. Concernant l'état de santé, là aussi, en fait, on voit qu'il y a peu de différence entre les Français et les étrangers hors Union européenne, ceux de l'Union européenne considérant qu'ils sont en plus mauvaise santé.
Par contre, les Français et les étrangers ont la même impression sur les répercussions du travail sur l'état de santé, ce qui est assez étonnant puisque, au regard du descriptif des conditions de travail, les étrangers sont quand même plus exposés à des conditions de travail potentiellement délétères. Enfin, pour cette première partie, donc on voit qu'il n'y a pas plus de déclarations d'accident de travail ou de maladie, d'arrêt de travail, de 3 arrêts maladie entre les salariés français et les salariés étrangers. Alors, en résumé de cette première partie, donc on voit qu'il y a des conditions de travail plus délétères pour les salariés étrangers, mais par contre, et donc une surexposition à certains risques professionnels, mais par contre, une déclaration des risques psychosociaux qui est moins élevée. Alors, il y a quand même des limites à cette exposition. D'abord, c'est uniquement descriptif. Alors, il y a peut-être la limite de la façon de caractériser les salariés étrangers, la taille de l'échantillon, et surtout, on n'est vraiment que dans une analyse descriptive. Or, il faudrait faire une analyse statistique du type toute chose égale par ailleurs pour voir si ces différences entre salariés français ou salariés étrangers sont dues au fait d'être étrangers ou au fait qu'ils sont dans des emplois plus des catégories socio-professionnelles, type ouvrier, ouvrier non qualifié, etc. Alors, ce travail a déjà été fait dans une étude par Thomas Coutreau, dans une étude qu'il a fait sur les conditions de travail des salariés immigrés en 2005. Bon, alors Dominique Valtis-Perger et Thomas Coutreau étaient co-signataires, quand même, voilà. Bon, qui ont montré que toutes choses égales par ailleurs, ils sont malgré tout plus exposés à certains facteurs de pénibilité. Donc, à métier, conditions identiques, les salariés de nationalité étrangère sont quand même plus exposés aux risques physiques, par exemple, que les autres. Par contre, la déclaration moins élevée concernant les risques psychosociaux correspond peut-être à une plus grande acceptabilité des conditions de travail du fait de l'empreinte culturelle ou à une hyper correction sociale, comme le propose Sayad. Voilà, maintenant je vais aborder la deuxième partie sur l'approche clinique. Alors, dans la mesure où je suis médecin attaché à une consultation de pathologie professionnelle, à l'hôpital intercommunal de Créteil et sur les questions de souffrance au travail. Donc je reçois des patients, donc on m'avait demandé de présenter quelques exemples cliniques. Alors, qui sont cette consultation pathologie professionnelle, donc dans lesquelles est inscrite la consultation sur la souffrance et travail. On est 2 médecins qui font 4 vacations par semaine et 3 psychologues qui font 3 vacations. Alors, comment les gens arrivent? Les gens arrivent soit par leur initiative, parce qu'ils ont vu, ils sont allés sur Internet, ou bien ils ont vu une émission de télévision ou de radio. Hein. Mais quand même, la majorité des gens viennent parce qu'ils sont envoyés par leur médecin traitant, leur médecin du travail, leur médecin psychiatre, ou par leur avocat, des assistantes sociales, etc. Donc, tout horizon. D'accord. Après, je ne sais pas de statistiques sur qui viennent, mais globalement, comme ça, à vue de nez, quand même, la population qu'on voit sont surtout des femmes d'une 50aine d'années, qui sont souvent dans la population des cadres moyens et tout secteur. Hein, avec quand même une prépondérance pour les collectivités territoriales qui sont très, très pathogènes et beaucoup pour les associations. Alors, comment ça se passe, ces consultations? Mais il n'y a pas une approche particulière par rapport à l'origine des patients. Et par exemple, pour trouver 3 cas cliniques, bon, ça ne me paraissait pas évident au début, hein, donc j'ai trouvé 3 cas cliniques comme ça. Hein. Après, comment se passe une consultation? Donc, l'objet est de comprendre, d'aider à comprendre ce qui s'est passé pour les salariés. Donc, dans la première partie, en fait, c'est une descriptif du travail, mais du travail réel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font réellement, qui est souvent la partie la plus difficile, mais qui est la plus riche, puisque ça permet aux salariés de replonger dans le travail quand ça se passait bien. Parce que souvent, les gens qu'on reçoit, c'est des gens qui, antérieurement, allaient bien, et étaient très investis dans leur travail, et puis à un moment donné, il y a eu une rupture.
Et après, on fait l'histoire de la dégradation, ce qui leur permet de faire des hypothèses sur ce qui s'est passé. Et souvent, simplement ça est très thérapeutique. Hein. Bon, et après, on fait éventuellement un suivi à long terme, et éventuellement, pour comprendre les résonances avec l'histoire, on fait également des orientations vers les psychologues du travail avec qui je travaille à l'hôpital. Donc, je vais vous présenter 3 cas cliniques très différents, encore une fois, qui ne correspondent peut-être pas à ce qui était attendu. Alors, le premier cas clinique, c'est une femme marocaine de 40 ans, hein, qui est arrivée en France à 29 ans, mère de 3 enfants de 8 à 11 ans, qui a été orientée par son médecin du travail. Elle n'a pas de formation professionnelle, mais un niveau de 5e scolarisé au Maroc. Elle travaille depuis août 2016 dans un flunch à Thiers comme polyvalente, mais elle est surtout à la caisse et comme serveuse en salle. Elle me dit qu'elle a beaucoup aimé ce travail car elle avait l'impression de donner aux clients, et ce malgré les horaires difficiles et parfois le dimanche. Elle travaille à temps partiel, 30 heures, et dans son entreprise, il y a à peu près 30 salariés, enfin dans son restaurant. Et elle vient car elle était victime d'une agression verbale par une cliente du Maghreb, en arabe, car celle-ci ne voulait pas commander son repas en se servant d'un écran. Devant cette attaque, le responsable de la salle est intervenu pour calmer la cliente en disant que les salariés n'avaient fait que respecter la procédure. Mais quelque temps après, lors du paiement, la même cliente qui a conteste la facture et réinjurie la salariée en arabe. Et la salariée me dit avec des mots que je ne peux pas vous dire, voilà. Mais globalement, elle lui dit qu'elle devrait avoir honte de faire ce travail. Le responsable réintervient, il fait sortir la cliente par un vigile et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils sont là. Mais suite à ça, la salariée est très bouleversée, pleure beaucoup, fait des cauchemars, revivant la scène, se sent vide, n'arrive plus à s'intéresser aux choses qui l'entourent, a perdu le plaisir de vivre, n'arrive plus à s'occuper de ses enfants, donc un tableau de stress post-traumatique important. Suite à cela, elle s'est arrêtée pendant 1 mois, elle a essayé de reprendre 15 jours et elle a été mise au poste sans contact avec la clientèle en cuisine. Malgré tout, il n'y avait pas d'évolution au niveau de sa douleur. Puis elle est partie 1 mois au Maroc, en vacances avec sa famille, mais elle me dit qu'elle avait l'impression de ne pas être là, d'être vide et de fonctionner de façon très mécanique. Malgré tout, à son retour, elle reprend le travail, toujours en cuisine pendant 1 mois. Et lorsque je la vois, à la consultation, le tableau clinique était toujours le même, avec une perte de l'estime d'elle-même très très importante. Elle me dit qu'elle avait déjà été agressée verbalement et physiquement, déjà il y a 2 ans, aussi par une femme maghrébine, en arabe, mais que celle-ci s'était finalement excusée et qu'elle-même avait pardonné. Et en fait, la deuxième agression a donc fait écho à la première, et nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que la douleur était si profonde et paraissait irréparable, alors qu'elle avait le soutien de son établissement. Hein. Et il est ressorti qu'en fait, au Maroc, de fait, les femmes qui servent dans les cafés-restaurants sont souvent considérées comme des prostituées, et que ces 2 agressions renvoyaient la salariée à cette image d'elle-même très dégradée. Cette hypothèse a semblé la soulager. La salariée, qui a tout d'un coup sa décompensation pouvait prendre sens, et était le signe qu'il fallait qu'elle change de type de travail. Pour ce faire, donc, je l'ai orientée vers un psychologue du travail pour qu'elle puisse mieux comprendre qu'est-ce qui s'était joué là, et parallèlement vers un système de l'assistance sociale, un dispositif de l'assistance sociale qui permet d'avoir une reconversion professionnelle. Voilà, le premier cas clinique, et dont je propose qu'on en parlera après. Après, le deuxième cas clinique donc, est très différent. Hein, c'est une femme de 43 ans, originaire de Côte d'Ivoire. Son père était banquier, donc catégorie socio-professionnelle élevée, et était arrivée en France à l'âge de 10 ans. Elle est responsable de service d'animation d'un centre social en Île-de-France. Et elle me dit que le travail de son service, c'est de mettre en place des activités pour les enfants, les familles, les personnes âgées. Ces activités, lecture, soutien scolaire, sortie, etc., sont mises en place en fonction des besoins exprimés par les usagers.
Elle est chargée de mettre en marche les activités, de regarder la faisabilité et d'assurer la sécurité, le tout dans le cadre de budget qu'elle gère. Dans son équipe, il y a une dizaine de personnes qu'elle ne recrute pas, mais qu'elle évalue. Alors, elle est fonctionnaire, catégorie C, et a toujours travaillé dans l'aide sociale. Elle a pris son poste actuel parce qu'elle a été sollicitée par la directrice du service social, du centre social, avec qui elle avait déjà travaillé. Lorsque je vois la salariée le 3 septembre 2019, elle est en arrêt de travail depuis le 8 décembre 2018, donc un arrêt très long. Suite à un malaise qu'elle a fait en rentrant chez elle, elle me dit qu'à l'époque, elle pleurait tout le temps, qu'elle avait des douleurs précordiales, qu'elle était très angoissée et qu'elle présentait des insomnies importantes, qu'elle ne pouvait plus se concentrer, qu'elle n'avait plus de plaisir, elle ne voulait que rester chez elle et donc un tableau de dépression importante avec un sentiment d'injustice important. Et elle me dit qu'elle considère que sa souffrance correspond à ce qui s'est passé dans son travail. Elle me dit qu'une semaine après son arrivée, elle assurait la fermeture du soutien scolaire, c'est-à-dire que, bon, les gamins, mais que des parents n'étaient pas venus chercher leurs enfants à l'heure. Elle a essayé de les contacter, mais sur la fiche de l'enfant, il n'y avait pas leur téléphone, alors que c'est théoriquement obligatoire. Finalement, les parents sont venus avec une demi-heure de retard et donc ont récupéré leur enfant. Mais elle, en tant que responsable du service, a signalé à l'équipe et à la direction ce dysfonctionnement, car c'est la procédure, ce qui a été très mal vécu, car en fait, celui qui n'avait pas rempli la fiche est un salarié qui était ancien dans l'équipe, qui avait établi cette fiche, et qu'il aurait voulu, il pensait que c'était sa place, de devenir chef à la place d'elle. Et du coup, elle me dit qu'il y a eu beaucoup de tensions dans l'entreprise de la part de l'ensemble de l'équipe, et qu'il a commencé à y avoir des rumeurs qui ont circulé sur elle, comme quoi elle aurait commencé elle donnait pas les goûters aux enfants, ou qu'elle donnait des goûters périmés, ou qu'elle parlait à l'ancien maire pour discréditer le service, etc. L'ancien maire était devenu député, elle avait travaillé déjà avec lui. Et très vite, la directrice qu'il avait donc, au bout d'un mois, qu'il avait quand même embauché, et qu'il avait débauché de son ancien travail pour la faire venir, en fait, a commencé à se retourner contre elle, à la maltraiter, à l'humilier devant l'équipe, à la critiquer, etc. Et à l'accuser, ainsi que toute l'équipe, l'ont accusé de répandre de l'huile dans tous les coins du centre social. Alors, accusation qui fait penser à des rites de sorcellerie qui lui seraient imputés. Et à peu près un mois après son arrivée, la patiente s'est donc arrêtée. Moi, j'avoue que j'étais très perplexe de cette situation, mais j'ai téléphoné au médecin du travail et celui-ci m'a tout de suite parlé de racisme. Or, en fait, la salariée ne m'a pas du tout évoqué cette problématique de racisme. Donc, une lecture possible est que la mise en cause d'un des membres de l'équipe a créé une tension qui a été à un moment donné fixée sur l'origine de la salariée avec cette dénonciation de sorcellerie, entre guillemets. Le troisième exemple, c'est une femme de 43 ans, issue de l'immigration, qui a fait un doctorat de sciences du langage et un master de management international, qui a travaillé comme directrice adjointe d'une grande entreprise en Chine. Mais elle est rentrée en France et elle s'est retrouvée comme demandeur d'emploi. Et comme elle ne trouvait pas de travail, la NPE lui a conseillé de faire une formation en informatique, mais avec des compétences fonctionnelles. C'est important pour la suite. Suite à ceci, elle a été embauchée dans une SS2I qui s'occupe, alors entre guillemets, d'intégration de centres d'appel avec différentes technologies. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais bon, ce qui demande des connaissances techniques très importantes et des salaires, et les salariés sont en fait essentiellement des ingénieurs hommes. Pendant sa période d'essai, elle a demandé à la SS2I de la licencier, car si elle démissionne, elle devrait rembourser le coût de sa formation. Or, très vite, elle sentait qu'elle n'était pas à la hauteur des compétences techniques qui étaient exigées. Mais la SSDI refuse de la licencier et lui propose un poste de chef de projet
qui consiste, mais c'est mal défini et c'est un profil nouveau dans l'entreprise, à assurer le lien avec les clients, faire une interface entre les ingénieurs et les clients. Ce qui est très mal vécu par les ingénieurs qui vivent cela comme une supervision de leur travail et disent qu'ils n'ont pas besoin d'elle, considérant en plus qu'elle est incompétente car elle n'a pas les connaissances techniques suffisantes. Très vite, elle me dit qu'elle est en but dans l'open space à des remarques sur son utilité, mais aussi sexistes. C'est essentiellement des hommes. Hein. Jusqu'au jour où elle est appelée par la DRH qui lui dit qu'il y a eu des plaintes de la part de ses collègues à cause de son odeur. Hein. Et il lui conseille d'aller voir un dermatologue. Et le jour suivant, les collègues en question apportent un déodorant qui le pulvérise dans l'open space. Hein. Parallèlement, d'autres collègues d'origine musulmane lui reprochent aussi de ne pas faire le ramadan et de ne pas manger halal. Suite à ceci et à ces multiples agressions, la salariée a fait une décompensation psychique sévère à type de dépression. À travers cet exemple, on voit qu'une non-clarification de son rôle comme interface par la direction, qui n'est pas réellement discutée du côté du travail réel, entraîne un glissement vers une attaque sur l'identité personnelle, avec des remarques de type sexiste, mais aussi raciste, qui constituent en fait des faits de harcèlement. En conclusion de ces trois exemples cliniques, alors ils ne prétendent pas du tout à être représentatifs de quoi que ce soit, hein, si ce n'est que la question de l'origine pour ces trois femmes a été posée, non pas d'emblée, mais émerge de façon très violente dès qu'un conflit dans le cadre du travail fait irruption et quand le réel du travail n'est pas mis en débat, en tous les cas pour ces deux derniers cas. Voilà. Pour... j'ai fini, voilà. Pour juste finir, excusez-moi, voilà. Pour juste finir, donc on voit que, en fait, d'abord, contrairement à la demande, il n'y a pas beaucoup de relation entre ce que j'ai pu décrire du côté de Sumer et du côté de la clinique. Mais en même temps, effectivement, peut-être, je pense qu'il y a un biais au niveau de la consultation, c'est-à-dire que les salariés étrangers ne viennent très peu, hein, viennent très peu, ou ceux qui viennent, c'est un peu comme cela, à part celles de la French qui sont des cadres moyens, hein, donc ils ne sont pas très représentatifs. Après, les résultats montrent que donc il y a une surexposition à certains risques professionnels, mais une déclaration des risques psychosociaux moins élevés, qui met en évidence donc un travail plus pénible, mais une acceptation de celui-ci. Hein. Alors, soit c'est une sorte d'hyper-correction sociale, comme propose Sayad, hein, et on retrouve ces résultats en fait dans des études sur le nettoyage qui ont été faites au Danemark ou chez les postiers en Allemagne. Par contre, il serait intéressant d'aller beaucoup plus loin, en particulier pour les résultats statistiques, hein, et donc de comparer les résultats, de faire une analyse toutes choses égales par ailleurs, si tant est qu'il y ait suffisamment de monde, et également se servir peut-être des données de l'enquête conditions de travail RPS qui a eu lieu en 2016. D'autre part, il serait peut-être intéressant de faire aussi une approche qualitative pour appréhender le rapport des populations étrangères au travail et au risque. Voilà, je vous remercie.